Bonjour, aujourd'hui on va parler de la maladie de Wegener, ou appelée encore polyangéite granulomateuse nécrosante. Sur un plan terminologie, polyangéite veut dire c'est une vascularite, veut dire c'est une inflammation des vaisseaux, ce sont surtout les vaisseaux de petit calibre. Donc ce sont les artérioles, les capillaires et les vénules. Donc, elle est granulomateuse parce que c'est une inflammation de type granulomateuse. Veut dire elle est faite par des granulomes composés par des lymphoplasmocytes, des histiocytes et des cellules géantes et qui vont former des granulomes autour de ces vaisseaux sanguins. Et avec le temps, ils vont développer de la nécrose. Et c'est pour cela qu'elle est appelée encore nécrosante. Sur un plan facteur déclenchant, ce type de pathologie, c'est surtout, souvent on le trouve, ils disent que c'est la cause, elle est idiopathique parce qu'on ne sait pas le facteur déclenchant. Mais sur un plan recherche, donc c'est souvent, ils parlent d'un agent pathogène qui est inhalé, soit qu'elle est due à une composante ou à certaines mutations génétiques. Bon, sur un plan symptomatologie, pour mémoriser la symptomatologie de cette maladie, il y a un moyen mnémotechnique que je l'utilise. Donc souvent, je vais dessiner mon patient ici, et puis je vais faire un C. Je vais dessiner un C. Et pour mémoriser ce C, c'est que la maladie elle est appelée Wegener. On va remplacer ce G par un C, Wegener. Et je vais dessiner le C sur mon patient. Et là, la symptomatologie, elle va être de type ORL, pulmonaire, là on a le poumon, pulmonaire, et là on a le rein. De sorte que, sur un plan ORL, on va voir des sinusites, on va voir des rhinites croûteuses, et on va voir par exemple des rhinorrhées qui peuvent être purulentes, parfois des épistaxis. Et à cause de cette symptomatologie qui peut même associer avec une otite, donc on peut rater le diagnostic. Par exemple, si c'est une sinusite, on va essayer l'antibiothérapie, etc. Mais le patient, la pathologie, elle va persister et il va développer avec le temps un épistaxis. Encore parmi les manifestations qu'on va le voir sur un plan ORL, c'est qu'avec le temps, on va voir une certaine malformation au niveau du nez et le nez, il commence à avoir un aspect en selle. Donc voilà un nez normal, mais le nez de ce type de patient, il va développer un aspect en selle où il est dit en pied de marmite. Pourquoi? Parce que ce type de pathologie, il provoque une nécrose au niveau de la cloison du nez. Et quand j'ai une nécrose ici, donc là on a la cloison du nez, j'ai une nécrose ici, la partie donc cutanée, elle va avoir une dépression. C'est pour cela qu'on voit un aspect en selle. Avec le temps, donc il faut savoir que la première manifestation, c'est surtout ORL, c'est surtout dans les voies respiratoires supérieures. Par suite, on commence à avoir une symptomatologie pulmonaire de type toux, dyspnée et avec le temps une hémoptysie. Pourquoi? Parce que cette inflammation qui va toucher les vaisseaux de petit calibre, donc si on a par exemple un alvéole ici et en bas on a les capillaires sanguins, les artérioles, les vénules et les capillaires, là, commence à voir cette inflammation granulomateuse qui est faite par des granulomes, des cellules inflammatoires qui vont provoquer des nécroses ici au niveau des capillaires. Cela va provoquer le passage du sang au niveau des alvéoles. On va avoir une hémorragie intra-alvéolaire, puis le sang il va sortir par un effort de toux et il va donner l'hémoptysie. Sans oublier que ces granulomes-là, s'ils sont de grande taille, sans oublier que les granulomes ils vont être entourés par des fibroblastes et les fibroblastes ils vont libérer quoi? Ils vont libérer le collagène et le collagène il commence à donner un aspect un peu dur à ces granulomes. Et si on va voir un autre granulome ici, donc est encore entouré par ces fibroblastes et on va voir donc le collagène, commence à voir la confluence entre ces granulomes et on va voir donc le résultat des nodules. Des nodules qui vont être détectés lors de la radiothorax et ils vont dessiner un aspect en pièces de monnaie. Et ils peuvent être diagnostiqués comme étant une infection pulmonaire ou une pneumopathie avec bien sûr l'antibiothérapie, mais on ne va pas avoir une rémission parce que ce n'est pas une infection, c'est une vascularite. Au niveau de rein, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir une chose dite
la glomérulonéphrite rapidement progressive. C'est quoi ça? Cette glomérulonéphrite rapidement progressive, elle va donner une manifestation de type hématurie parce qu'on a dit on a une inflammation qui va toucher les vaisseaux de petit calibre. On peut léser les vaisseaux, passage du sang au niveau des tubes rénaux et là on va voir une hématurie. C'est quoi cette glomérulonéphrite rapidement progressive? Elle est grave pourquoi? Parce qu'elle peut donner une insuffisance rénale chronique. C'est parmi les complications les plus graves de cette maladie de Wegener. Et c'est quoi? Enfin, cette glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est que si on va dessiner donc notre glomérule rénale ici, c'est que autour de glomérule rénale, on va voir un croissant. Ce croissant, il est fait de quoi? Il est fait par des polynucléaires neutrophiles, et de la fibrine, Donc, cette fibrine et ces polynucléaires neutrophiles qu'ils ont fait, ils ont dessiné d'abord un croissant. Si on va les laisser, ils vont camoufler tout le glomérule rénal. Donc, ce croissant, il va s'élargir. Et quand il va s'élargir, il va détruire le glomérule rénal, il va avoir une nécrose glomérulaire. Et cette nécrose glomérulaire, elle va évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Chez ce patient, c'est souvent dans 80%, on va voir donc des anticorps appelés les anticorps C en K. Et encore, c'est un C. Donc, j'ai dessiné un C pour mémoriser la symptomatologie et encore un C pour les C en K, des C en K, et un autre C dans le traitement que je vais expliquer par suite. Donc, pour les C en K, pourquoi sont appelés C en K? Parce que ce sont des anticorps dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Et pourquoi sont dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles? Parce que, par exemple, je vais dessiner ici donc, un polynucléaire neutrophile. Donc, on va voir notre noyau polylobé. Voilà le polynucléaire neutrophile. On a notre cytoplasme qui est ici. Voilà, ça c'est le cytoplasme. Et au niveau du cytoplasme, on va voir une protéinase appelée protéinase 3. Donc, contre cette protéinase 3, on va voir des anticorps qui vont être dirigés contre ces polynucléaires neutrophiles, plus précisément contre le cytoplasme, plus précisément contre la protéinase 3. Et quand ces anticorps ils vont diriger contre cette protéinase 3, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Elle va provoquer une augmentation de l'adhérence de ces polynucléaires neutrophiles envers les vaisseaux sanguins. D'une part. D'une autre part, elle va provoquer une hyperactivation de ces PNN qui vont commencer à libérer les cytokines. Et ils vont libérer une soupe de cytokines. Et ces cytokines, ils vont favoriser l'arrivée des lymphocytes, des plasmocytes, des lymphocytes, des plasmocytes, des histiocytes, des cellules géantes multinucléées. Et ils vont former un granulome. Et on va revenir à notre définition. C'est une polyangéite, je veux dire une vascularite, qui va toucher les vaisseaux de petit calibre, qui est due à des granulomes et qui vont provoquer avec le temps l'apparition d'une nécrose. Donc, cette polyangéite granulomatose nécrosante, qu'est-ce qu'elle peut donner encore? Elle peut donner une manifestation cutanée. Si on est au niveau de la peau, là on a encore des vaisseaux de petit calibre, on va voir des artérioles, on va voir des vénules et on va voir nos capillaires. Donc, et cette inflammation granulomateuse, si elle va toucher ces capillaires sanguins, elle peut provoquer la sortie de l'extravasation du sang qui va donner un purpura, d'une part. D'une autre part, si l'inflammation granulomateuse, elle est très importante et les granulomes commencent à confluer comme ils ont fait au niveau du poumon. Et là, ils commencent à donner des nodules cutanés. Et ces nodules cutanés, quand ils sont proches de votre épiderme, ils vont ulcérer votre épiderme. Donc, on peut avoir une manifestation cutanée. Sans oublier qu'au niveau de la peau, on va voir des terminaisons nerveuses. Et ces granulomes qu'ils ont touché les capillaires sanguins, les filets nerveux sont proches à ces capillaires sanguins, ils peuvent toucher, donc l'inflammation granulomateuse, elle peut toucher les filets nerveux, et quand elle va toucher les filets nerveux, on commence à avoir une neuropathie périphérique. Donc,
cette maladie de Wegener qui peut avoir plusieurs symptomatologies, donc en allant de symptomatologie ORL, pulmonaire, rénale, cutanée, mais elle peut toucher encore le système nerveux. Et on a dit qu'on va voir une élévation de ces cas dans le traitement, comment on va traiter cette maladie de Wegener. Et avant de parler de traitement, donc on peut, pour parler de diagnostic, le diagnostic il va être posé sur, donc il faut avoir cette symptomatologie clinique qui est ici, et puis on va voir donc les COK qui sont élevés chez 80% des cas. Et si on a une lésion pulmonaire ou rénale, on va faire une biopsie et l'ANAPAT, elle va confirmer le diagnostic par la présence de cette inflammation granulomateuse. Et sans oublier qu'on va chercher ce croissant au niveau des glomérules en cas d'une atteinte rénale, en cas d'une hématurie. Et si on a, par exemple, on a fait une radiothorax, on va voir ces nodules qui ont un aspect en pièce de monnaie au niveau de la radiothorax. Et on arrive au traitement. Et dans le traitement, on va utiliser encore un dernier C. Et ce C comporte quoi? Comporte la corticothérapie et la cyclophosphamide. La cyclophosphamide. Donc encore, on va utiliser un C pour la dernière fois. Donc, on va utiliser la corticothérapie pour essayer de faire une sorte d'immunosuppression. Et on va céder à la cyclophosphamide. Pourquoi on va utiliser la cyclophosphamide malgré que la cyclophosphamide, elle est utilisée surtout dans la chimiothérapie pour plusieurs types de cancers. Et cette cyclophosphamide, c'est quoi enfin cette cyclophosphamide? C'est un agent alkylant. Qui dit alkylant veut dire quoi? Veut dire que c'est un agent qui peut faire un cross-linking au niveau de l'ADN. Veut dire quoi? Veut dire si j'ai mon ADN qui est ici, on sait qu'au niveau de l'ADN, on a des nucléotides, etc. G envers le C, G envers C, envers le C, on a le A envers le T. Donc ce agent alkylant qui est dit cyclophosphamide, il fait un cross-linking de l'ADN. Veut dire quoi? Veut dire qu'il va venir ici. Lui, il est fait par une molécule centrale faite par deux bras. Comme si deux bras. Ces deux bras, quand il est ici, il va fixer deux G. Il va fixer deux G. Soit ces deux G sont sur un seul côté du brin de l'ADN, soit que par exemple, vous avez G, C, G, C. La cyclophosphamide, elle va venir ici et elle va faire un cross-linking de ces deux G. Et quand elle fait ce cross-linking, on va bloquer la cellule. Elle ne peut pas faire les mitoses. Elle ne peut pas se diviser. Et c'est pour cela qu'il est utilisé dans la chimiothérapie pour essayer de bloquer n'importe quelle cellule, quelle que soit tumorale ou non tumorale. C'est surtout les cellules qui se divisent rapidement. En n'importe quelle phase de cycle cellulaire, il va bloquer cette cellule et elle ne va pas se diviser. Et là, je détecte deux choses. Je détecte qu'on peut utiliser contre les cancers pour bloquer la division de cellules tumorales. Deuxième chose, je détecte les effets secondaires qui vont être liés avec les cellules qui se divisent rapidement. C'est surtout les cellules digestives. On va voir des effets secondaires du type digestif. Je vais avoir des effets secondaires du type liés à la moelle osseuse parce qu'on va voir une diminution de la régénération des cellules hématopoïétiques. Et pourquoi on va l'utiliser lors de cette maladie de Wegener? Parce qu'ils ont trouvé que la cyclophosphamide, elle peut bloquer le système immunitaire. Et elle peut bloquer par spécificité et par efficacité les lymphocytes T. Et quand elle bloque ces lymphocytes T, on bloque la formation des granulomes. Ce cyclophosphamide, il a certains effets secondaires qui peuvent être décrits et qui peuvent être posés dans les QCM, ce qu'on appelle la cystite hémorragique. Pourquoi il va donner cette cystite hémorragique? Parce que cette cyclophosphamide, c'est une prodrogue. Veut dire quoi une prodrogue? Veut dire elle n'est pas efficace, elle nécessite un métabolisme hépatique. Donc elle va aller vers le foie. Et elle va trouver la fameuse P450 et qu'elle va la métaboliser et elle va donner des métabolites. Ces métabolites, ce sont eux qui vont faire le cross-linking. Et parmi ces métabolites, on a certains métabolites qui vont hériter la vessie
Ils vont hériter la vessie. Et quand ils vont hériter la vessie, je commence à avoir un saignement. Et ce saignement, il va donner donc une cystite hémorragique. Comment je vais éviter cette cystite hémorragique? Je demande à mon patient d'élever les apports hydriques. Pourquoi? Pour faire le washing out. Donc, on va faire un lavage de ces métabolites pour qu'ils ne vont pas hériter votre vessie et on ne va pas développer la cystite hémorragique. Sinon, je peux utiliser l'antidote de paracétamol. Très bien. Donc, on résume. Dans le traitement, je vais utiliser la corticothérapie et la cyclophosphamide. Puis, quand on est en rémission, on va rester avec l'azathioprine comme étant un traitement de fond. Une rémission est obtenue dans plus de 80% des cas. Donc, c'est ça, la maladie de Wegener, d'une façon générale, et on vous remercie.